merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. J'ai le plaisir en fait de vous présenter en fait ce soir plusieurs informations en lien avec le vieillissement des ouvrages. Donc ces barrages qui sont des infrastructures stratégiques. Le plan de ma présentation, donc je vais donner quelques informations sur le groupe Alpiq, quelques informations en lien avec la situation des barrages en Suisse, les barrages dans un contexte de changement, quels seront en l'occurrence les défis pour les ingénieurs, quels sont déjà en fait les défis pour les ingénieurs d'aujourd'hui et surtout les défis pour les ingénieurs de demain. Je reviendrai en fait sur quelques solutions techniques qui ont été utilisées dans le cadre de l'assainissement d'ouvrages pour venir en fait sur une conclusion. Alpiq en bref, donc c'est une société qui au travers de la fusion d'Énergie Ouest Suisse et puis d'Atel a 125 ans d'expérience dans la production d'électricité et dans le commerce d'énergie. Quelques informations en termes de chiffres. Alpiq est un groupe européen avec des racines suisses, donc Alpiq est présent dans 9 pays en Europe. Et est stratégiquement positionné sur un environnement volatile. La puissance totale installée est d'environ 6000 mégawatts de capacité, dont 80% en fait sont flexibles au travers de son parc de production hydroélectrique et puis des ouvrages d'accumulation. Également présente en fait sur le thermique classique au travers d'installations de gaz, présente également dans le nucléaire et puis dans la petite hydro, l'éolien et puis le photovoltaïque. La production totale en 2023 était de 16 TWh. En Suisse et en Europe, avec une distribution se distribuant sur 40% environ sur l'hydro, 19% sur le thermique, pratiquement 40% dans le nucléaire et puis 3% dans le nouveau, ce qu'on appelle en fait nous, le nouveau renouvelable. À titre de comparaison, donc la consommation électrique en Belgique est de l'ordre de un peu plus que 80 TWh. Donc, et elle se distribue sur 45-46% en nucléaire, 26% dans des combustibles fossiles, essentiellement sur le gaz et un peu de charbon, 26% en énergie renouvelable, donc 12% d'éolien et 7% de solaire, 4% de biomasse et seulement 1,8% en hydroélectricité, sous forme hydroélectrique, pardon. Les barrages en Suisse. C'est intéressant en fait d'avoir eu la présentation tout à l'heure du doctorant, parce qu'on verra que les digues font également partie en fait de ce qu'on appelle l'environnement barrage. Mais un barrage en fait c'est un ouvrage d'accumulation et le barrage se compose en fait des éléments suivants, donc l'ouvrage de retenue qui est le mur, son bassin, les installations annexes relevant de la sécurité. On considère en fait dans ces installations annexes l'évacuateur de creux, les vidanges de fond et également, c'est nouveau en fait au niveau de la régulation, au niveau de la législation suisse, c'est en train d'arriver, donc tous les organes qui sont sous pression, donc les conduites forcées, les galeries d'amener et ainsi que les puits blindés. Donc c'est un périmètre qui est en train de s'étendre au travers d'une nouvelle directive. Puis sont réputés ouvrages d'accumulation, donc les murs en béton ou en pierre naturelle, les barrages en remblai, et puis comme on l'a vu tout à l'heure, donc les barrages mobiles au fil de l'eau et leurs digues latérales. Donc en lien avec la présentation qui a été faite tout à l'heure et puis la rupture de ces digues latérales, c'est clair que c'est des choses en fait qui sont importantes en termes d'identification des risques. Les barrages sont des infrastructures stratégiques avec une multifonctionnalité. Les différentes fonctions que l'on retrouve par rapport aux ouvrages d'accumulation, aux ouvrages en fait, sont essentiellement au niveau suisse l'hydroélectricité. Certains barrages servent également comme retenue pour l'eau potable, l'irrigation, la production de neige artificielle
répondre en fait aux besoins du tourisme et aux besoins des stations de ski, de la pisciculture, la constitution de réserves en cas d'incendie, la régularisation en fait des lacs et puis des aspects de loisirs. Et il ne faut pas oublier en fait que ces ouvrages servent également à la gestion des crues au travers d'un laminage ou au travers d'une rétention qui peut être imposée pour éviter en fait que trop d'eau n'arrive en fait en fond de vallée. Cette slide permet d'introduire en fait la notion de vieillissement des ouvrages. L'âge moyen des barrages à l'heure actuelle au niveau de Suisse est de 70 ans et 50% de ces ouvrages ont été construits entre les années 50 et 70. On peut voir sur la carte la façon dont les ouvrages sont distribués au niveau de la géographie. Donc l'essentiel des ouvrages d'accumulation, l'essentiel des barrages sont situés sur l'arc alpin, mais on peut voir également, je sais pas si bon, je vais le faire avec, je sais pas si on voit ma souris. Donc on voit également, ouais, on voit également qu'il y a toute une série d'ouvrages qui sont situés en fait sur les grands fleuves, que sont le Rhin, l'Ar, et puis également à l'exutoire du lac Léman, il y a 2 barrages en fait qui servent à la régularisation en fait du lac Léman, avant d'alimenter le Rhône pour sa restitution au niveau de la mer Méditerranée. Quelques photos pour illustrer en fait l'évolution puis les différents barrages qui ont été construits. Là, c'est quelques photos qui permettent également de voir en quoi consistent en fait ces ouvrages. Donc ça, c'est des ouvrages qui appartiennent au groupe Alpic et puis qui sont en fait essentiellement, pour l'essentiel en fait, des ouvrages en béton situés en altitude, donc en tête de bassin versant. Pour l'essentiel, c'est des barrages voûtes présentant en fait différentes particularités. Je vais revenir en fait sur 2 aménagements phares du groupe Alpic qui ont déjà été partiellement introduits par Sébastien. Le barrage de la Grande Ixence, appelé barrage du Chargeur, compte tenu de l'endroit en fait où il se situe. Donc c'est un barrage qui a été construit entre 1951 et 1961. Et sa hauteur est de 285 mètres. La largeur à sa base est de 201 mètres pour une largeur au niveau du couronnement de 15 mètres. La longueur du couronnement entre rives est de 700 mètres et un volume de béton mis en place de 6 millions de mètres cubes. Le volume de la retenue est de 400 millions de mètres cubes et la surface du bassin versant est de 420 km². Interceptant en fait, donc c'est des bassins versants, il y a le bassin versant propre de l'ouvrage, plus toute une série de bassins versants captés du côté de la région de Zermatt notamment, et ces bassins versants sont composés de 35 glaciers. Il y a 75 prises d'eau, et pour acheminer en fait toute cette eau au niveau de la retenue, il y a 100 km de galeries qui ont été percées dans la montagne. Il y a 2 chutes qui équipent en fait cet aménagement. Une première chute qui va depuis le barrage, qui va sur la centrale de Fionnet. Fionnet se trouve juste à côté de Verbier, pour ceux qui connaissent en fait un tout petit peu la géographie de la Suisse. Et le deuxième tronçon de la chute se situe à côté de la ville de Sion. La chute principale en termes d'exploit, entre guillemets, c'est la chute qui va depuis le barrage directement sur la centrale de Biedron. Centrale qui est équipée de 3 groupes Pelton d'une puissance de 423 MW chacun, pour un débit total maximum de 75 mètres cubes sur une hauteur de chute de 1883 mètres. Donc c'est un record du monde sur la chute, c'est un record du monde en fait sur les roues Pelton. Et puis également encore un record du monde sur le barrage de la Grande Ixence, puisque ça reste à ce jour le plus haut barrage poids du monde. Un deuxième aménagement qui vient d'être mis en service par le groupe Alpic, c'est la station de pompage-turbinage de Nantes-Drance. Donc c'est une station de pompage-turbinage entre 2 retenues,
la retenue inférieure et la retenue des Mossons, qu'on voit en fait sur la photo de gauche, la plus basse. Donc le réservoir inférieur des Mossons donc, est composé par un barrage voûte d'une hauteur de 180 mètres, construction entre 1967 et 1974, avec un volume de retenue de 227 millions de mètres cubes. Le réservoir supérieur est composé du barrage de Vieux-Mosson, qui est un barrage voûte d'une hauteur de 76 mètres, mis en service en 1955 et puis qui a été rehaussé d'une vingtaine de mètres en 2015. Le volume est de 25 millions de mètres cubes, correspondant à un stockage de 20 gigawattheures. L'illustration du dessus permet de montrer en fait ce qui s'est passé dans la phase de surélévation de l'ouvrage. Donc on était en fait sur un barrage point, barrage voûte de forme point, et on a été obligé en fait de démolir partiellement le barrage pour passer en fait d'une configuration d'un barrage voûte à un barrage à double courbure. Et c'est pour ça en fait que la surélévation a nécessité en fait de procéder à cette modification en fait de géométrie, de façon à avoir un barrage qui réponde en fait aux exigences et puis permettre aussi une surélévation. La centrale de Nandrans permet une production de 2100 gigawattheures en mode turbine, donc le débit est de 360 mètres cubes. Et une chute entre les deux réservoirs variant entre 250 et 395 mètres, compte tenu des volumes d'eau qui transitent entre le barrage supérieur, entre la retenue supérieure et la retenue inférieure, sachant que la retenue inférieure, la retenue des Mossons, elle subit un cycle nival avec un barrage vide à la sortie du printemps, de façon à pouvoir en fait accumuler la fonte de la neige et puis pouvoir se remplir pour être plein en début de saison hivernale. Donc cette centrale est équipée de 6 pompes turbines Francis de 150 MW chacune, à vitesse variable. Particularité, ou en fait ce qui est spectaculaire par rapport à cet aménagement de Nandrans, c'est que le volume d'excavation de la centrale dans laquelle se trouvent les 6 groupes correspond à 270 000 mètres cubes de rochers excavés. La centrale mesure 52 mètres de haut, 32 mètres de large et une longueur de 200 mètres de long, avec une couverture en fait de 600 mètres. Pour accéder à cette centrale qui se trouve assez éloignée au niveau de la montagne, il y a une galerie d'accès qui fait 14 km dans un gabarit autoroutier. Donc ça vous situe un peu également les difficultés qu'on a rencontrées pour pouvoir en fait procéder à l'excavation de cette centrale. Et cette galerie passe sous la retenue du barrage des Mossons. J'arrête de vanter les ouvrages d'Alpic, puis on va passer en fait un tout petit peu aux aspects vieillissement des barrages et de leur partie attenante. Cette information, donc les ouvrages en fait peuvent être atteints, en fait, un facteur chimique en tout cas en lien avec des réactions dans le béton peuvent affecter en fait les ouvrages. Cette réaction, je la présenterai tout à l'heure au niveau des solutions qui ont été mises en place pour pouvoir s'en affranchir, mais c'est illustré ici par un barrage Poix de Salanves. C'est un barrage qui fait 600 mètres de long sur une hauteur de 55 mètres. Cette réaction chimique dans le béton se concrétise en fait au travers, a été mesurée au travers du dispositif d'auscultation, par le fait du gonflement lié à la réaction alcali-granulat. Donc c'est une réaction dans le béton qui génère en fait un gel expansif et qui fait que l'ouvrage subissant en fait cette contrainte présente en fait des déformations irréversibles, en l'occurrence sur le barrage de Salanves, vers l'amont, et puis déformation accentuée par la forme géométrique des différents angles donnés par la géométrie en fait de l'ouvrage.
Également un soulèvement tel qu'on peut le voir en fait sur la coupe le soulèvement et la déformation irréversible vers l'amont correspondante. Autre phénomène de vieillissement qu'on retrouve en fait dans les barrages ou leurs parties attenantes, c'est l'usure des équipements. J'illustre ça par les vannes en fait qui ont dû être changées sur le barrage de Longrain. Donc le barrage de Longrain, c'est un double barrage voûte d'une hauteur de 120 mètres pour sa partie droite et de 95 mètres pour sa partie gauche, rejoint en fait au milieu par un ouvrage de fermeture qui est la culée centrale. On peut juste voir là sur la photo l'évacuateur de crue correspondant. Sur cet ouvrage, les vannes de vidange de fond, tant du barrage nord que du barrage sud, ont dû être changées et les vannes de la prise usinière également ont dû être changées. Je montrerai tout à l'heure comment en fait quelles ont en tout cas été les solutions retenues pour procéder à ces remplacements, à ces réhabilitations. Également, un autre problème de vieillissement que l'on rencontre en fait sur les parties attenantes en fait des barrages. Je viens en fait illustrer maintenant une problématique sur une conduite forcée, c'est la conduite forcée de grande distance, qui est partiellement enterrée et puis en forme de puits blindé sur la partie finale, mais qui sur sa partie intermédiaire est apparente, donc est en surface. Ce qui a été constaté sur cette tour, sur la conduite forcée avant ce remplacement, la photo qu'on voit, c'est la conduite forcée complètement remplacée. C'était des problèmes en fait de vieillissement et puis de micro-fissures au niveau des soudures. Et il a été décidé en fait, il était au travers des analyses qui ont été faites sur ces différents éléments métalliques de procéder au remplacement. Quelques photos pour illustrer en fait les besoins logistiques et la difficulté qu'il peut y avoir en fait sur ce type de chantier, sachant aussi que depuis que ces ouvrages ont été construits dans les années 50, 60, 70 et voire 80, c'est la connaissance, en fait, la maîtrise des entrepreneurs au niveau suisse a baissé parce que une partie des ingénieurs capables de procéder en fait à ce type de construction a partiellement disparu. Donc il a fallu reformer, il a fallu en fait aussi procéder à retourner dans les archives et puis réinterpréter certaines analyses. Donc là on peut voir en fait le démontage de la conduite, son transport au moyen d'un blondin, l'évacuation de ces éléments sur des routes de montagne, donc des routes villageoises relativement étroites. Et après on voit la dernière photo qui est là-bas dessus, c'est la reconstruction en fait de cet élément. En plus des trois causes principales que je viens d'évoquer, donc il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, donc des facteurs physiques tels que l'érosion, les cycles de gel-dégel, la corrosion. Quelles sont en fait les conséquences d'un risque en fait en lien avec le vieillissement de ces ouvrages? C'est le risque de rupture, tel qu'il a déjà été évoqué tout à l'heure en lien sur les digues, mais également sur ces ouvrages, et également des baisses de performance. Donc ça veut dire que si un ouvrage n'est pas capable de répondre en fait à sa fonction première, on pourrait, au travers d'une autorité de surveillance, au travers d'une autorité de sécurité, se voir imposer en fait des restrictions d'exploitation, rendant en fait le revenu économique sur cet aménagement moins bon. Et puis c'est clair que ce genre de conséquences auront des impacts environnementaux et des impacts humains. Pour illustrer le risque de rupture, donc là il y a une carte d'inondation servant en fait intégré au plan d'urgence permettant d'informer les populations si on devait être confronté sur les deux barrages de Longrain à une rupture rapide.
Alors maintenant, ces ouvrages, en plus d'être vieillissants, sont confrontés à un contexte en plein changement. Donc on est actuellement confronté à un changement régulatoire avec des directives en termes de sécurité qui évoluent, compte tenu notamment d'une meilleure connaissance sur l'aléa sismique, également des évolutions par rapport aux risques naturels que sont les crues. Également une volonté politique et puis d'essayer de favoriser, de procéder en fait à un abandon notamment du nucléaire pour passer en fait dans des énergies renouvelables. Également confronté à un changement climatique. Je vais expliquer juste après les conséquences en fait que peuvent avoir le changement climatique sur ce type d'aménagement. Et puis également au niveau sociétal, donc une aversion au risque par rapport à ce type d'aménagement, par rapport en fait au fait que la société aujourd'hui ne supporte plus en fait le risque. Derrière, l'idée, c'est de pouvoir identifier les défis techniques qui sont en lien en fait avec ces différents changements, avec ces différents phénomènes, et de proposer en fait des pistes d'action. Quant au changement climatique, au niveau climatique, par rapport à la Suisse, donc on sait qu'on va être confronté à des étés plus secs et plus chauds, donc entraînant des diminutions d'apport, des hivers qui seront plus doux et pluvieux, donc avec là une augmentation d'apport, une élévation en altitude de la ligne de la neige et une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des événements extrêmes. Derrière, vous pouvez imaginer ce qu'il est en train de se passer avec le recul des glaciers et illustré en fait ici sur la photo du dessous une crue du Rhône. En milieu alpin, donc ce qui va se passer, donc on va être sujet à une augmentation des apports avec des ouvrages qui potentiellement seront sous-dimensionnés pour pouvoir accumuler, pour pouvoir en fait capter toute cette eau. Donc toute l'eau ne pourra pas être stockée. En illustration, un ouvrage qui se trouve juste à l'aval du glacier d'Aletsch, donc qui est le plus grand glacier d'Europe. Et puis, il y a quelques années en arrière, cet ouvrage ne déversait quasi pas. Et puis maintenant, compte tenu des différentes canicules auxquelles on était sujet, cet ouvrage déverse une dizaine de jours, à peu près une dizaine de jours par année. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait au niveau des conséquences. Donc on a des déversements avec des pertes de production. Alors quels sont les moyens pour s'affranchir de ces conséquences? L'idée, et puis il y a passablement de projets qui sont en cours, qui ont été admis au niveau de la Confédération, c'est de procéder en fait à des surélévations de murs tel que j'ai pu l'illustrer en fait sur le barrage de Vieux-Mausson tout à l'heure, et puis également améliorer la capacité des ouvrages et des machines, en tenant compte naturellement du contexte légal, économique et environnemental dans lequel on se situe. Mais il faut savoir aussi que ces ouvrages, enfin de plus en plus, on est contraint à des prix négatifs. Donc en plein hiver, lorsqu'il y a de l'eau partout, lorsqu'il y a du soleil, lorsqu'il y a du vent, et ainsi de suite, les prix en fait sur le marché sont en dessous de zéro. Donc il faut payer pour pouvoir injecter cette énergie sur le marché. Et l'année passée, c'est plus de 20 jours sur le mois de juillet-août qui ont été sur lequel en fait on a subi en fait ce type de contraintes. Ça se passe au niveau des grossistes en énergie. C'est vrai que les producteurs de photovoltaïque, les producteurs individuels, eux ne le voient pas, ne sont pas en fait contraints par les problématiques réseau. Au niveau du changement climatique, également, quels sont les enjeux en fait, par rapport à l'environnement dans lequel se situent ces changements climatiques. Donc, il y a de plus en plus de matériels qui sont mis à nu en lien avec le retrait glaciaire.
Également une modification du permafrost puisque les températures se réchauffant, le permafrost remonte et la cohésion qu'on pouvait en fait retrouver dans ces massifs rocheux ou ces dépôts morainiques, en fait, c'est des matériaux qui sont mobilisables relativement facilement. Maintenant, lorsqu'on a des événements extrêmes avec du charriage et puis des quantités de sédiments importants. Donc ça, c'est les conséquences en fait auxquelles on est confronté, ce qui nous oblige en fait, ou ce qui oblige en fait les propriétaires à procéder en fait à des purges plus importantes et des vidanges plus régulières. Également, compte tenu des quantités de matériaux qui sont transportés, qui sont turbinés, donc on est confronté à une usure des machines. Là, l'illustration en fait d'un pointeau d'une turbine Pelton. Là, on voit en fait l'usure liée au turbinage et puis au transit en fait de matériaux fins, de matériaux glaciaires qui sont très abrasifs. Et puis ça, c'est le résultat de à peu près 1000 heures de turbinage. Donc on voit que ça s'use relativement, que ça s'use pas mal. Et également là, un auget de turbine Pelton passablement usé. Donc il y a lieu en fait par rapport, malgré en fait, le fait de revêtements particuliers résistants en fait à l'abrasion, avec des revêtements en carbone de tungstène. Donc malgré ça, donc c'est quand même des pièces qui s'usent relativement rapidement et pour lesquelles en fait il y a de la maintenance prédictive qui doit être mise en place, et puis il y a toute une série d'indicateurs permettant en fait de s'affranchir, garantissant en tout cas un rendement, une efficience en fait des machines importantes. Alors le changement climatique n'est pas en fait qu'un risque, n'est pas en fait qu'un problème, c'est également une opportunité, sachant que 500 nouveaux lacs naturels ont été identifiés au travers d'une cartographie des glaciers. Donc on sait qu'avec leur trait, 500 nouveaux lacs vont se créer. Cela correspond en fait à une surface d'environ 50 km² et puis un volume qui va apparaître de l'ordre de 2 milliards de mètres cubes. Ce qui a permis en fait au niveau de la Confédération de pouvoir lancer et puis de pouvoir en fait en lien avec la stratégie énergétique 2050 initiée par la Confédération suisse, de pouvoir venir avec toute une série de projets d'expansion de la production visant à déplacer une partie de cette énergie d'été, pouvoir la déplacer en énergie d'hiver, de façon en fait à répondre aux besoins du déficit actuel d'énergie électrique en Suisse. La Suisse est excédentaire en production d'électricité en été, par contre importe de l'énergie en hiver. Ces opportunités permettront éventuellement, enfin devraient permettre de s'affranchir de ce problème. Quels sont maintenant les défis pour les ingénieurs? Au niveau de l'aspect technique, donc comme je l'ai mentionné, les barrages correspondent en fait à un patrimoine vieillissant, approchant de leur fin de durée de vie initiale, 50, 100 ans, donc c'est clair que ça va au-delà, mais actuellement les concessions chez nous sont octroyées pour 80 ans. Donc ils sont également sujets à une pression accrue, donc liée aux événements climatiques extrêmes, comme je viens de le mentionner, et également à un mode d'engagement décalé en lien avec un mode d'exploitation en pleine mutation. Les limitations des approches traditionnelles, en fait, que sont les inspections visuelles, elles restent importantes, mais insuffisantes. Donc on a besoin de venir avec une meilleure connaissance en fait du comportement de ces ouvrages en termes de diagnostic et puis en termes de pronostic quant à leur durée de vie. Donc c'est-à-dire en lien avec ça, il y a un besoin de compétences qui vont être nécessaires par rapport aux nouvelles technologies, aux technologies modernes, de façon à pouvoir procéder à un arbitrage entre la réhabilitation, le remplacement ou le démantèlement en fait de ces ouvrages à terme. Le tout dans une conciliation environnementale et sociale. Donc il faut de toute façon préserver la biodiversité et les écosystèmes, et
Également procéder à un arbitrage de la valeur de l'eau. La valeur, donc l'eau en soi, cette quantité d'eau à disposition, elle est unique. Et puis, compte tenu de la multifonctionnalité auquel on sera confronté ces prochaines années, il y aura besoin de faire un arbitrage. Actuellement, les concessions étaient octroyées uniquement pour de l'hydroélectricité ou quasiment uniquement pour de l'hydroélectricité. Demain, c'est clair qu'avec les besoins et puis les canicules, les changements climatiques, il y aura lieu de procéder en fait à un arbitrage de la valeur. Au niveau des aspects sécuritaires, donc, il s'agit d'anticiper les défaillances critiques, de façon à garantir la sécurité des biens et des personnes à l'aval. Et le tout en collaboration et en impliquant en fait les différentes parties prenantes qu'on retrouve dans cet environnement, que sont en fait les gouvernements, les communautés locales et les opérateurs. Alors, pour répondre en fait à ces défis, donc quelle est la stratégie qu'on est en train de mettre en place? Donc, on veut intégrer le concept, enfin, on intègre déjà le concept de proportionnalité dans le cadre des projets d'intervention et de maintenance. Donc, la proportionnalité des interventions de maintenance est déterminée en confrontant le coût de l'intervention, donc le coût direct, les coûts indirects, nécessaires pour satisfaire aux exigences requises, aux bénéfices escomptés, donc au regard en fait de la réduction des risques en gain, et le gain en valeur de maintenance et en fiabilité. Rapporter le tout en fait sur la durée d'utilisation restante. Au sein du comité suisse, donc, il y a une démarche qui a été mise en place avec la création d'un groupe de travail. La démarche en fait, vise à venir avec une approche pour fournir un support pour mieux structurer l'évaluation de la sécurité dans le cadre de la surveillance pour identifier en fait, les priorités et définition des études, interventions sur un ouvrage. Pour introduire en fait cette notion, il y a un concept de résilience, il y a un concept d'incertitude qui ont été sur lesquels en fait on veut travailler. En introduisant en fait la résilience, donc la résilience peut être exprimée comme la capacité d'un ouvrage de résister sans dommage à une sollicitation. La résilience d'un ouvrage donné, donc que ce soit le barrage, ses fondations, la retenue, ne dépend en fait que des caractéristiques intrinsèques de l'ouvrage et de ses composants. Donc il s'agit en fait de caractéristiques propres. Pardon. La résilience d'un ouvrage par rapport à une surverse, par rapport à un déversement par-dessus le couronnement, est supérieure à celle d'une digue, comme c'était illustré tout à l'heure vis-à-vis des digues. Un ouvrage en béton supportera beaucoup plus facilement en fait, d'avoir un déversement qu'un barrage en terre. Et le degré d'incertitude d'une sollicitation est une mesure de la confiance liée à la définition de la charge externe. Ce degré peut être réduit par des études et par des analyses. L'incertitude en termes d'illustration, donc l'incertitude liée à la crue extrême, peut être réduite au moyen d'études et de mesures. Les études sur les charges externes visent à réduire le degré d'incertitude des sollicitations. Pour illustrer ça sous forme graphique, donc on voit en fait que une résilience externe vis-à-vis d'une sollicitation spécifique ne met pas en danger l'ouvrage, même si cette sollicitation change sensiblement. Donc on voit que la sollicitation de projet, même si je la modifie de manière importante en termes de nouvelles sollicitations par un ouvrage qui a une résilience élevée, sa sécurité en fait ne diminue en fait que très peu. Alors que si je viens sur un ouvrage qui a une résilience faible, pour une même modification de sollicitation, je peux me retrouver avec un coefficient de sécurité qui est en dessous de la valeur de 1. Donc avec un ouvrage non sécure. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on a établi toute une série un tableau, en fait, correspondant aux différentes sollicitations qu'on peut rencontrer, en fait, sur un ouvrage. Ça nous permet de les caractériser avec des couleurs différentes et puis de
faire correspondre, de regarder en fait pour les mêmes sollicitations, quelle est la réponse, quelle est la résilience en fait de l'ouvrage. En résultat de cette analyse, donc on se trouve avec une cartographie de ce type-là que j'ai illustré en fait pour les barrages de Longrain, où pour l'essentiel, en fait, la résilience est élevée et puis des sollicitations, des incertitudes, soit les sollicitations qui sont faibles, parce que on connaît effectivement quelles sont les sollicitations du poids, de la charge hydrostatique, de certains séismes, enfin des séismes, des crues, enfin de toute une série de sollicitations. Et puis il y a des sollicitations pour lesquelles on a des incertitudes. On voit en fait les sollicitations D2, D3 et D5 qui correspondent en fait des sollicitations par rapport à des flottants et qui pourront en fait endommager notamment en fait l'évacuateur de crue ou venir en fait solliciter la structure. Pourquoi en fait les débris flottants? C'est parce qu'actuellement sur cet ouvrage on a un projet en fait de photovoltaïque flottant. Donc toute une série de panneaux photovoltaïques qui seraient installés, flottants, et puis qui pourraient, au travers en fait d'une rupture de l'installation en cas de crue ou de forte tempête, venir en fait s'accumuler et puis venir rendre instable ou créer en fait une embâcle au droit du système de gestion des crues. C'est à ce titre-là qu'on se retrouve en fait avec certains points qui remontent au niveau de la résilience et puis des sollicitations. Quelles sont les attentes qu'on peut avoir en fait sur les ingénieurs de demain? Donc c'est clair que compte tenu de tout ce qui vient d'être présenté, donc on va attendre de la part des ingénieurs qui sont en train de se former actuellement, d'avoir des compétences interdisciplinaires, donc en combinaison entre le génie civil, les sciences environnementales et également la gestion des données. C'est clair qu'il s'agira aussi qu'ils puissent en fait se former de manière continue sur les nouvelles techniques. En termes d'innovation, donc, on voit de plus en plus que l'intelligence artificielle est en train de se mettre en place dans notre activité. Il s'agira aussi de construire en fait des ouvrages résilients aux contraintes futures, compte tenu des différents changements en fait auxquels on va être confronté. Donc, dans ce sens-là, donc on vient avec une approche. Il s'agira en fait de venir avec une approche proactive en termes de maintenance préventive, et puis pouvoir procéder en fait à une gestion long terme pour prolonger en fait la durée de vie de ces infrastructures critiques. Donc, à long terme, donc on est dans l'intégration, dans la mise en œuvre maintenant de jumeaux numériques qui permettent en fait de simuler les différents scénarios auxquels ces ouvrages, ces infrastructures vont être sollicitées. Et puis on vient avec de la maintenance préventive basée sur des données prédictives. Je ne sais pas si au niveau timing c'est... je vais venir en fait sur l'illustration des solutions qui ont été mises en œuvre pour répondre en fait aux sollicitations, donc aux mécanismes de vieillissement sur l'ouvrage de Salamp et puis sur l'ouvrage de Longrain. Donc l'ouvrage tel que je l'ai présenté, donc présentait dans ces galeries au niveau des inspections tout un réseau de fissures complètement cartographiées, complètement mesuré, avec une évolution qu'on peut voir en fait là dans le temps au niveau de l'ouverture de la fissure mesurée avec l'instrument d'auscultation figurant sur la photo du milieu, et l'évolution en fait dans le temps. Également la cartographie des fissures, des dégâts au niveau du parement aval. Donc parfois il y a quelques amusements au niveau des ingénieurs qui procèdent à cette cartographie, puisqu'on fait les inspections en rappel et pour pouvoir en fait dessiner la cartographie qui est à côté. La modélisation, donc une modélisation par éléments finis qui a été faite sur cet ouvrage en intégrant
la déformation élastique, la déformation en fait par fluage de l'ouvrage, et puis en intégrant en fait la modélisation du phénomène de gonflement de la réaction alkali-granulate au travers de cette équation. Donc c'est une réaction qui est tributaire en fait, dans lesquelles les facteurs essentiels sont la température, le niveau d'humidité et également l'état de contrainte. Le modèle par élément fini nous a permis en fait de modéliser l'état de contrainte dans l'ouvrage et puis d'identifier la façon dont l'état de contrainte allait diminuer au travers du processus d'assainissement qui a été décidé sur cet ouvrage, c'est-à-dire le sillage dans le plan, dans le plan de la section perpendiculaire au couronnement. Le résultat du modèle avec la définition en fait du degré de fermeture des différents traits de sillage qui sont distribués, qu'on voit en fait distribués le long du couronnement au travers de ces différents traits rouges. Le schéma de droite illustre la façon dont le trait de scie en fait a été effectué et sur quelle hauteur, avec une fois que le trait de scie était fait, donc reconstruction d'une étanchéité à l'amont, une étanchéité à l'aval, et puis un forage de drainage visant en fait à s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau en fait qui vienne dans le trait de scie. Comment est-ce que ce trait de scie a été réalisé? Dans un premier temps, donc, on procède à un forage carotté horizontal au travers, depuis le parement amont jusque sur le parement aval, au travers de toute la section du mur. Des poulies de renvoi sont installées sur le couronnement de la partie amont et puis également sur la partie aval de l'ouvrage. On met en place le câble diamanté, le faisant traverser en fait au travers du forage et puis passant au travers des différentes poulies pour, au travers de la traction, au travers du système d'entraînement du câble, procéder en fait à l'usure du béton. Quelques photos pour illustrer en fait le mécanisme de sciage. Donc on voit la machine de sciage entraînant en fait le câble diamanté, les poulies de renvoi tant côté amont que côté aval, avec bien sûr la récupération des eaux de sciage, des bouts en fait de béton, pour être traitées, évacuées en conformité en fait avec les réglementations environnementales. Le trait de scie qui reste apparent en fait ici sur cette photo là, avec la rainure mise en place permettant en fait l'étanchéité amont, et puis c'en est tout en fait pour l'illustration, et puis la machine en fait qui elle est posée sur des rails, et puis c'est au travers en fait du recul de cette machine qu'on peut garantir une tension constante en fait sur le fil. C'est des ouvrages, en fait, c'est des technologies qui sont très bien connues en carrière. Et puis voilà, donc c'est ce qui a été utilisé pour ce type d'assainissement. Pour l'essentiel, une grosse partie des traits de scie se sont refermés immédiatement après le sciage. L'épaisseur du trait de scie est de 11 mm, correspondant en fait à un fil standard, un fil commercial. Un autre ouvrage qui subissait les mêmes phénomènes, donc dégradation chimique du béton, c'est le barrage de Serra situé au Simplon. La photo supérieure gauche permet de voir en fait la préparation de la fondation du nouveau barrage avec l'ancien barrage qui est derrière. Donc l'ancien barrage de Serra est resté en exploitation pendant tous ces travaux. Reconstruction, dans la photo inférieure gauche, permet d'illustrer la reconstruction du nouveau barrage situé juste à l'aval, à quelques mètres.
avec sa construction en différents blocs. Et la photo centrale permet d'illustrer, après vidange de la retenue, permet d'illustrer en fait le démontage du barrage original, et on voit effectivement côté gauche le parement amont du nouveau barrage et une photo du barrage tout neuf en phase d'inauguration. Au niveau de Longrain, c'est des vannes de vidange qui ont été remplacées. Donc c'est 2 vannes de vidange. Alors c'est le système de vidange en fait est composé de la prise d'eau, d'un blindage, d'une vanne papillon et puis d'une vanne à jet creux. Donc il y a 2 sorties sur le barrage de Longrain. Donc ces 4 vannes qui ont dû être remplacées. Pour procéder au remplacement de ces 4 vannes, il a fallu mettre en place en fait un obturateur devant la trompe d'admission. Et la mise en place de cet obturateur a été effectuée au moyen de plongeurs dans une plongée pressurisée, parce que la durée d'intervention étant longue, et puis on ne pouvait pas en fait procéder à un abaissement de la retenue trop conséquent, parce qu'il a été identifié dans la phase de contrôle, dans la phase de projet, que si l'ouvrage devait être sujet trop longtemps à des températures basses, sans charge hydrostatique, les joints de clavage en fait entre les blocs auraient pu s'ouvrir, ce qui aurait en fait détérioré l'aptitude au service en fait de l'ouvrage. À ce titre, donc, l'ouvrage a été maintenu à une charge hydrostatique constante correspondant à peu près aux 2/3 de sa charge, et c'est ce qui a nécessité en fait le besoin de procéder à la mise en place de ces boucliers au travers de plongées avec des plongeurs qui sont restés en caisson pressurisée pendant environ 25 jours. Cette étape a été faite 2 fois, une fois pour la mise en place du bouclier et puis un peu plus courte pour le démontage du bouclier et la remise et le test en fait des vannes à jet creux qui ont été testées pratiquement pleine charge à l'issue en fait de ces travaux de réhabilitation. Les 2 vannes là sont capables de débiter 70 mètres cubes par seconde chacune, donc correspondant à un débit lorsque le lac est plein de 140 mètres cubes seconde. Au niveau de la vanne de la prise usinière, donc, cette opération-là a été possible avec un abaissement de la retenue, sachant que la durée en fait la durée pour la réhabilitation de cette vanne était beaucoup plus courte en fait que l'opération nécessaire pour le remplacement en fait des vannes de vidange de fond. La gestion du niveau d'eau a été faite au travers des 2 vannes que je vous ai montrées tout à l'heure, complètement réhabilitées. Puis là, on voit sur la photo centrale, l'eau s'écouler au travers de ces 2 vannes. Donc, c'est une opération qui a été faite en plein hiver. Par contre, pour des questions environnementales, évitant en fait que des poissons de la retenue ne transitent en fait sur la rivière aval, on est obligé de mettre en place des filets, une gestion en fait du plan d'eau, surveillance en fait environnementale relativement poussée, sachant qu'on a des truites fario d'un côté puis des truites arc-en-ciel de l'autre, et on ne peut pas mélanger en fait les 2 espèces. Puis la photo ici de droite illustre en fait un peu les travaux qui ont été nécessaires. On voit en fait sous le couronnement donc une grue avec un système une grue à câble avec un système de mouflage en fait important pour pouvoir descendre en fait une des 2 vannes qui ont permis de remplacer en fait la vanne de la prise d'eau. Travaux qui se font dans des conditions hivernales relativement difficiles, relativement compliquées.
puis en face, la photo vous permet de vous rendre compte un tout petit peu de la taille de la prise d'eau au regard de la taille de la personne qui est en train de travailler sur la grille, sur la hauteur en fait du mur. En termes de conclusion, quel est l'intérêt pour les jeunes ingénieurs? Donc, le vieillissement des infrastructures est un défi technique, économique et environnemental. Les ingénieurs jouent et joueront un rôle central pour garantir la sécurité et la durabilité de ces ouvrages. Donc, ça, pour moi, enfin, ça peut être, et ça doit être pour eux en fait une opportunité de participer à la modernisation d'infrastructures stratégiques, apprendre à concilier innovation technique et respect de l'environnement, de se former aux nouvelles technologies au travers de jumeaux numériques, d'intelligence artificielle et ainsi de suite, et puis pouvoir développer leurs compétences en gestion de projets multidimensionnels. Gérer le vieillissement des infrastructures, c'est investir dans un futur plus sûr et durable. Et cette conclusion, à mon avis, indépendamment du fait de parler d'ouvrage, est valable également pour toutes les infrastructures de nos pays, que ce soit tant pour la Belgique, la Suisse que pour d'autres pays européens. Donc on est confronté à ce jour à passablement d'infrastructures importantes qui sont en phase vieillissante. Merci beaucoup.